Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur la thématique de la marque employeur. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, je souhaitais vous préciser que ce webinaire est enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé par email à la suite du webinaire. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les ajouter directement dans le chat et nous y répondrons ensemble à la fin du webinaire. Nous allons parler dans ce webinaire de l'importance de la marque employeur et de la façon dont elle peut aider votre entreprise à attirer et retenir les meilleurs talents. Nous allons vous présenter un cas concret d'entreprise qui a été mis en place par les pharmacies Bénu. Et nous accueillons aujourd'hui Cécile Crudo, qui est en charge de la marque employeur au sein des pharmacies Bénu, qui se trouve sur votre droite de l'écran. Bonjour à tous. Cécile, tu as une expérience terrain stratégique et théorique, et tu as également un master RH. Nous avons également le plaisir d'accueillir à nouveau Fanny Combat pour le deuxième webinaire, fondatrice de Combat Consulting et spécialiste marque employeur. Fanny, tu accompagnes les sociétés à développer et communiquer leur marque employeur. Bonjour à tous. Je suis Mylène, je suis ravie d'être la modératrice de ce webinaire aujourd'hui. Je suis en charge de la communication chez JobCloud, le leader du marché de l'emploi suisse, plus connu pour ses plateformes d'emploi jobs.ch et jobup.ch, qui aident les candidats à trouver le job de leur rêve. Notre rôle est donc d'aider les recruteurs comme vous à trouver les meilleurs talents. Fanny, est-ce que tu peux nous expliquer l'importance de la marque employeur? Ouh, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que, bon, on peut lancer le sujet en attendant effectivement que les gens se connectent. L'importance de la marque employeur aujourd'hui, c'est difficile de passer à côté vu le marché dans lequel on évolue, la situation dans laquelle on se trouve. C'était déjà un sujet dont on parlait il y a quelques années en arrière, évidemment. Ça fait même, moi, ça fait 10 ans, 15 ans bientôt. Une bonne dizaine d'années en tout cas que je m'y affaire. Autant au début, j'étais un peu une alien. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans les numéros d'urgence des entreprises. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il y a cette situation pénurique quand même de manque de talent et de ressources. On se retrouve à être dans un cas de figure où il y a des entreprises qui ferment par manque de ressources carrément. Dans le cas de Cécile, peut-être qu'elle nous l'expliquera, mais on se retrouve dans des situations où on peut peut-être pas ouvrir des nouvelles pharmacies parce qu'il n'y a pas les collaborateurs qui sont là, enfin les bonnes personnes au bon poste. Donc la marque employeur devient aussi une mesure stratégique pour pouvoir répondre à cette question-là. Puis avant tout, la marque employeur répond à une question interne. Donc, je l'expliquerai un petit peu plus tard pour resituer qu'est-ce que cette fameuse marque employeur. Mais c'est avant tout une posture interne dans un but de rétention, de motivation et d'engagement des collaborateurs. Et c'était important, à mon avis. Donc, on a déjà évoqué ce sujet il y a un mois avec Mylène, avec JobCloud. Et pour moi, la théorie, c'est merveilleux. Ça fait plein de choses et ça permet de poser un cadre. Mais de pouvoir observer un cas concret, un cas pratique et de voir un peu les étapes terrain, quand on parle de marque employeur, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je suis très très contente de pouvoir avoir ici Cécile des pharmacies Bénu et de pouvoir avoir cette explication un petit peu plus pragmatique, sans se dire c'est exactement ça qu'il faut faire, mais dire voilà, c'est ça qu'on a fait, c'est ça qu'on en a tiré, comment ça s'est passé, etc. Et l'avantage de la marque employeur quand on aborde ces sujets-là, c'est que c'est itératif. Donc, on va tester des choses, on va regarder, on va voir le résultat, on va dire, ça, on peut faire différemment, ça, on va améliorer. C'est pas un projet qu'on mène pendant 6 mois, puis après, c'est terminé. Là, en très, très gros, le contexte de la marque employeur. Merci Fanny. Maintenant, on va aborder la marque employeur d'un point de vue plus concret avec Cécile des pharmacies Bénu. Cécile, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui vous a conduit à mettre en place une stratégie de marque employeur? Oui, alors déjà, peut-être pour expliquer justement pourquoi on a mis en place cette stratégie, c'est peut-être resituer le contexte. Comme Fanny en fait l'a expliqué, le secteur de la santé, particulièrement le secteur de la pharmacie, en fait, c'est un marché très tendu. Il y a une pénurie de ressources, c'est-à-dire que pour nous, on a d'énormes difficultés à recruter des pharmaciens, des assistantes en pharmacie.
La concurrence est rude et puis du coup le rapport employeur-employé est complètement déstructuré et puis c'est un petit peu les futurs collaborateurs en fait, les candidats en fait qui drivent le marché et qui imposent un petit peu qui imposent leurs conditions. Donc il y avait ça, c'est le contexte donc dans lequel on se trouve. Ensuite, pour nous, pour les pharmacies BNU, il y avait un manque de visibilité aussi et de notoriété. Donc, on a à peu près 100 pharmacies dans toute la Suisse. La majeure partie sont en Suisse romande, mais c'est vrai que, par exemple, en Suisse alémanique, on est très peu connu, voire pas du tout. Donc, il fallait absolument aussi qu'on mette en avant, qu'on trouve une manière de mettre en avant nos avantages, puis qui on est surtout, pour pouvoir recruter, pouvoir attirer. Et ensuite, on avait des outils de recrutement qui étaient un petit peu old school. Donc, à un moment, on a fait le point et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Si on fait rien, on va toujours devoir recruter, gérer dans la réactivité, on ne sera jamais proactif. Et donc, du coup, on a décidé de mettre en place cette stratégie marque employeur et on a fait appel à Fanny pour mettre à profit, qui nous a mis à profit son expertise et ses connaissances sur le sujet. Super. Et Fanny, finalement, quelle est la meilleure approche préconisée et les étapes clés pour mettre en place une stratégie de marque employeur? Vraiment la théorie et qu'est-ce qui dans la théorie, ce qui serait idéal de faire? Alors, moi, j'ai une approche en 5 phases qu'on peut reprendre assez facilement et calquer ça chez vous à la maison au travail. Une première, c'est déjà de faire un état des lieux. Par état de lieux, on peut utiliser le terme même d'audit. On en est où aujourd'hui? Quelle est l'image interne? Comment vont les collaborateurs? Si on va discuter avec eux puis qu'on leur demande quels sont leurs leviers de motivation, comment ils perçoivent la culture d'entreprise, etc., etc. On a toute une liste de questions pour venir sentir un peu cet état de fait à l'instant T. On peut le faire de manière quantitative, qualitative, les deux, mais ça vient vraiment nous donner une photographie de où on en est. On fait aussi une audit de l'e-réputation, donc comment l'entreprise est perçue à l'externe sur les réseaux, etc. Et on peut faire aussi une étude quantitative externe, où là, ça demande quand même des moyens beaucoup plus larges, mais qui peuvent être aussi une manière de faire ce point de départ. La phase 2, c'est on vient reformuler ce qu'on appelle l'EVP ou la PVE, c'est la proposition de valeur en tant qu'employeur. Ce sont ces piliers simplement qui différencient un employeur d'un autre, qui mettent ces points vraiment, les fondamentaux qui viennent exprimer quels sont les piliers, j'aime bien ce terme. Si on imagine une tente de camping, la PVE, ça va vraiment être cette structure, cette armature qui vient tenir la toile tout autour. Dans un troisième temps, c'est là qu'on va mettre en mouvement la PVE et donc lui donner une sorte d'essence, de cœur, de corps, d'âme, de couleur. Et c'est là qu'on va rentrer dans la stratégie de communication interne, externe, qui va passer par plusieurs paliers. Cécile va en nommer quelques-uns qu'on a pu mettre aussi en place chez BNU. Et ça va être une partie clé et assez longue en soi, parce qu'elle va impliquer beaucoup d'étapes. Une phase 4, qui n'est pas forcément chronologique, qui peut être faite en parallèle de tout le reste et qui devrait être faite en parallèle de tout le reste, c'est la stratégie employé-ambassadeur, c'est-à-dire comment on onboard les collaborateurs tout au long du process et comment on arrive à les accompagner pour qu'ils deviennent eux-mêmes les ambassadeurs de cette marque employeur. C'est pas comment est-ce que je fais rentrer une pièce ronde dans un trou carré. Donc, on n'essaye pas de marteler quoi que ce soit, mais comment on accompagne tout ça avec toute l'authenticité et la bienveillance nécessaires. Et une phase 5 qui est extrêmement importante, une analyse de résultats. Donc, on aura posé des indicateurs clés initialement et on vient les évaluer régulièrement. C'est une phase cyclique en fait. Ça veut dire qu'une fois qu'on a pu évaluer tout ça, bam, on recommence et on refait un état des lieux, on regarde où on en est. Donc ça s'arrête en soi jamais. C'est juste que le premier mouvement, la première mise en mouvement est toujours un petit peu plus longue et difficile. Et ensuite, ça devient une itération plus lente. Et le deuxième point juste que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est de sortir de l'image uniquement de l'entonnoir qu'on a souvent en marketing de la marque employeur. C'est vraiment un sablier de la marque employeur. Donc, gardez-le en tête, c'est-à-dire de tout le besoin de notoriété, de susciter l'intérêt, etc. On va l'avoir. Ensuite, le candidat rentre dans un processus de recrutement, de candidature et de recrutement.
Et ensuite, ouverture du sablier en rendant l'onboarding, l'employé qui développe ses compétences, qui devient un ambassadeur et, in fine, qui devient un alumni quand il aura quitté l'entreprise. Si vous arrivez à avoir cette image globale, vous avez déjà compris, plus de 99% des gens dans le secteur vont bravo. Et du coup, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de mesures qui peuvent être mises en place dans différentes partie de ces étapes et de ces phases. Et Cécile, peut-être que tu peux mentionner et évoquer qu'est-ce qui a été mis concrètement en place chez Benu, du coup, durant ces 12 derniers mois. Bah, pour rejoindre un petit peu ce que tu as dit précédemment, avant de mettre toutes ces étapes en place, c'est clair que ça a été très important pour nous d'avoir un feedback des collaborateurs parce que clairement, la marque employeur, enfin nous en tout cas, on l'a vu comme ça, puis à travers les discussions qu'on a eues avec toi, c'est le collaborateur de l'entreprise qui va nous aider en fait à la construire parce que c'est eux qui vivent finalement l'entreprise au quotidien. Et puis, cette marque employeur, pour nous, elle est orientée voilà, futur candidat, futurs collaborateurs, mais aussi pour favoriser chez nous la rétention, donc pour les candidats en interne. Donc c'est important aussi de prendre des mesures pour les collaborateurs qui travaillent déjà dans l'entreprise. Donc les mesures qu'on a mises en place très rapidement, premièrement on a refait notre site carrière. Mylène, je pense que tu peux, si tu veux, partager l'écran. Donc ça a été la première mesure qu'on a effectuée. Ensuite sur ce site carrière, pour l'alimenter, on a essayé de trouver un slogan employeur. Ça aussi ça a été très rapide. Et la particularité de ce slogan employeur, en fait, c'est que c'est nos collaborateurs en fait qui l'ont trouvé. On les a fait participer lors d'un meeting pour que eux-mêmes en fait puissent trouver la phrase qui nous identifie nous Benu en tant qu'employeur. Donc pour nous c'était hashtag Team Benu, faisons la différence. Donc ça, clairement, c'est les collaborateurs eux-mêmes qui ont choisi ce slogan. Ensuite, on a fait un film corporate où on a impliqué aussi les collaborateurs pour faire ce film. On a investi les réseaux sociaux. Donc là, il a fallu qu'on définisse quels réseaux sociaux on souhaitait dans quel réseau social on souhaitait communiquer. Donc pour nous, ça a été LinkedIn et Instagram. Instagram, à la différence de LinkedIn, c'est qu'en fait, on a créé notre propre compte employeur, donc Benu Job, pour pouvoir avoir du contenu qui correspond à ce que va rechercher le candidat ou à ce à quoi s'identifie le collaborateur en interne. Donc, une fois qu'on a eu créé ce compte, pour certains, Fanny est venue, a fait une formation sur les réseaux sociaux pour pouvoir relayer, après que les personnes en interne puissent relayer le contenu. Et on est en train de créer le programme ambassadeur où justement, eux aussi vont être formés par Fanny. Qu'est-ce qu'on a fait encore très rapidement? On a refait nos annonces aussi, nos offres d'emploi qui étaient complètement old school, donc on a décidé de les moderniser. Fanny, tu parlais de l'onboarding tout à l'heure. On a participé à un projet avec la Haute École de Santé, justement, où c'est des élèves de la Haute École en fait qui ont travaillé sur un projet d'améliorer le onboarding chez nous pour nos futurs collaborateurs. Et puis surtout, on a créé une campagne de recrutement où là aussi on a impliqué les collaborateurs pour justement essayer de créer une communauté de personnes qui s'identifient autour du métier de la pharmacie et plus particulièrement donc des pharmacies Benu. Mais voilà, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est de mettre en avant le collaborateur dans toutes nos campagnes. Parce que d'abord, ça crée une adhésion, ça crée une adhésion à la culture d'entreprise. Et puis encore une fois, c'est aussi pour favoriser la rétention. Donc c'est très important de les valoriser, de les mettre en avant. Après, concrètement, voilà, on n'a pas encore tout fait. Parce qu'on ne peut pas tout faire en 2 mois. Il y a énormément de choses à faire. Mais voilà, pour ce qu'on a fait, en tout cas, pour l'instant, on est vraiment fiers du parcours effectué depuis une année. Du coup, Cécile, il me semble que vous avez montré la petite vidéo. Oui, du coup, Cécile, vous avez également créé des vidéos. Oui. Donc, il y en a 3 là en exemple sur le site Ouais. carrière. Et alors ça, c'est
en collaboration avec tous vos employés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, exactement. Ça, c'est notre campagne de recrutement. Donc, en fait, on a une vidéo qui sort à peu près tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours, il y a une vidéo et entre deux, en fait, il y a donc des photos de collaborateurs qui sortent aussi avec des cotes. Et cette campagne, en fait, est dédiée justement à montrer nos avantages, mais c'est uniquement tourné avec des collaborateurs de chez nous. Alors bien entendu, on leur a pas mis le couteau sous la gorge, donc on leur a dit il faut vraiment être naturel et il faut pas, voilà, ne dites pas ce qu'on attend de vous, il faut être sincère. Donc voilà. Du coup, je vais démarrer une des vidéos pour montrer un exemple concret. Gute Frage. Hallo, hi, bonjour. Ich arbeite in einer Beno-Apotheke in Zürich. Je travaille chez Beignet depuis maintenant 10 ans. Ich habe mein Pharmaziestudium in Polen abgeschlossen. Alors moi, chez Beignet, je suis apprentie assistante en pharmacie. J'ai travaillé en Suisse, à l'international et également en France. J'ai fait l'apprentissage à la pharmacie Beignet à Bastia-la-Payerne. Ich habe meine Ausbildung eigentlich Grundschule da in der Schweiz gemacht, Oberstufe auch. Ich habe aber die Universität besucht in Portugal. Mein erstes Studium habe ich in Ankara abgeschlossen. Io ho studiato farmacia a Pavia. L'université de Genève en sciences pharmaceutiques pendant 5 ans. Ensuite, j'ai obtenu mon diplôme fédéral de pharmacienne. Actuellement, je suis à Beignet Orbe en tant que pharmacienne manager depuis une année. Donc ça, c'était la première vidéo. Avant, il y avait un teaser qui était un petit peu plus drôle où on a lancé le concept. C'était un petit peu les moments drôles du tournage. Et puis à partir de cette vidéo que du coup vous venez de voir, en fait, c'est chaque 15 jours, en fait, il y a un nouveau thème. Donc là, c'était quels sont nos collaborateurs, qui est venu. Il y a des thèmes qui vont apparaître après, ça va être le recrutement, la culture d'entreprise, que signifie #TeamBenu, etc., etc., pour vraiment faire parler le collaborateur de son ressenti chez nous. Et comme vous pouvez le voir, un des enjeux clés pour une entreprise suisse, c'est la notion de langue qui se pose souvent aussi dans une approche marque employeur. C'est on parle en quelle langue? Est-ce qu'on parle, on fait du contenu uniquement dédié à chaque langue nationale? Est-ce qu'on mixte le tout? Et il n'y a pas de juste ou faux. Là, le choix a été aussi de dire, chez Beignet, il y a cette dimension vraiment plurilinguiste. Donc, de valoriser ça et de le mettre en avant, que chacun peut venir et peut parler sa langue, faisait aussi partie du message, par exemple. C'est juste à partir sur la langue. Et du coup aussi, Cécile, donc vous avez refait votre site carrière, vous avez écrit plein de nouvelles vidéos. Il me semble que vous avez également pas mal travaillé sur vos annonces. Par rapport à cette stratégie de marque employeur, qu'est-ce que vous avez mis en place comme changement sur les annonces? Du coup, je vous montre un exemple. Disons que nos annonces, elles étaient un petit peu old school, elles n'étaient pas tellement attractives et du coup, ça c'était clairement un point clé qu'on a pu faire assez rapidement. On a essayé de les moderniser, de mettre en avant nos avantages. D'une manière un peu plus visible. Et puis surtout, en fait, après avoir discuté pas mal avec Fanny, on a décidé de changer le ton des annonces. C'est-à-dire que très souvent, quand on voit une offre d'emploi, en fait, l'entreprise parle au candidat entre guillemets, comme si on lui intimait un ordre. Tu dois avoir ci, tu dois avoir ça, tu dois avoir fait ci, tu dois avoir tel diplôme, etc., etc. Et en fait, là, on a décidé de modifier complètement le ton et de plutôt faire en sorte que le candidat, lorsqu'il lit l'annonce, il essaie en fait de s'identifier au poste. Et c'est-à-dire que quand il lit, je sais pas, si tu aimes conseiller et contribuer à l'amélioration de la santé, blablabla, ah bah oui, ça c'est moi. C'est-à-dire essayer de faire un déclic dans la tête du candidat en se disant, mais oui, en fait, c'est moi, je me reconnais totalement dans l'annonce. Et enfin, j'ai un feeling, une vibration en fait avec ce qu'on me demande, et pas plutôt je dois absolument répondre à tous les critères de manière obligatoire. Voilà, donc ça c'était le premier point. Ensuite, on a refait aussi, on est sur JobUp et du coup on a refait aussi notre portrait entreprise. On a adhéré
au portrait d'entreprise premium pour avoir un maximum de visibilité. Voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on a fait très rapidement. Ce que j'aimerais rajouter par rapport aux questions des offres d'emploi, si vous ne savez pas par où commencer d'une manière assez pragmatique et assez rapide, d'un point de vue externe évidemment, hein, on ne parle pas de la marque employeur interne, mais externe, c'est revoyer vos offres d'emploi. J'aime bien l'image de la pizza, je la donne souvent, qui est une métaphore assez visuelle. Qu'est-ce qui vous donne le plus envie de manger une pizza? Est-ce que c'est de voir la pizza sortir du four, de presque la sentir, de pouvoir vraiment vous imaginer en train de la manger? Ou est-ce que c'est la liste des nutriments que vous retrouvez à l'arrière dans un petit carré? Les offres d'emploi aujourd'hui, c'est des listes de nutriments. Et si vous arrivez à changer justement cette vision en se disant mon offre d'emploi, c'est mon premier point de contact avec potentiellement l'externe. Ceux qui ne vous connaissent pas, ils vont d'abord lire une offre d'emploi, vous devez donner envie. Ça ne veut pas dire que vous devez mentir, que vous devez mettre de la paillette, bien au contraire, mais c'est de pouvoir vous dire, OK, mettez-vous à la place du candidat, comment est-ce qu'il peut se projeter chez vous, comment est-ce qu'il peut se dire, ça me correspond. Et une dimension encore, si vous voulez rajouter aussi, on est dans une situation pénurique, donc de toute manière, vous devez attirer des talents. Un pool de talents existant qui est là et qui est peu touché généralement, c'est les femmes. Par exemple, dans le domaine en tout cas médical, il y a énormément de femmes qui sortent des études. Je ne sais pas si c'est encore aussi le cas dans la pharmacie. J'avais vu des études aussi, notamment dans le cas chez les dentistes. C'est plus de 70% des gens qui finissent les études qui sont des femmes. Et au final, on ne les retrouve pas forcément derrière. Il y a des manières où vous pouvez rédiger vos annonces qui vont être plus attractives aussi, ou en tout cas donner un peu plus envie à tout le monde, mais en incluant les femmes. Donc, gardez ça en tête, ça va être important. La manière dont vous rédigez vos offres d'emploi a un impact et en plus un impact mesurable. C'est moi qui faisais la transition, c'est ça? Pardon. Un des points clés dans la marque employeur, je vous l'ai dit, c'est l'expérience candidat. Et on est à nouveau dans un paradigme de marque employeur externe, évidemment, de marque recruteur, mais l'expérience candidat, on avait envie de mettre un petit point d'emphase là-dessus parce que c'est aussi là que je vois le plus de catastrophes. Donc, je vous donne juste un exemple. Vous avez tous entendu parler d'ATS, hein, les Application Tracking System. Donc, ces outils qui vous permettent de traquer les candidatures et surtout que le candidat dit, au moment où il dit « je postule », vous avez déjà réussi à susciter l'intérêt du candidat, il dit « je postule » et là, il rentre dans une forme d'univers parallèle qui peut durer plus ou moins longtemps, mais souvent assez longtemps, où il doit se réinscrire, il doit passer par des étapes pas possibles, il va perdre encore ses données entre-temps. Enfin, c'est une épreuve vraiment assez éprouvante. Et l'exemple que je voulais vous donner, c'est que quand je pointe du doigt de ça dans les entreprises, souvent on me dit, un peu moins maintenant, mais à l'époque on me disait, oui, mais comme ça on a les plus motivés qui arrivent au bout. Vous n'avez pas les plus motivés, vous avez les plus désespérés en l'occurrence. Donc, en plus, quand on est dans une situation où le candidat a de plus en plus de choix et de possibilités de dire, bon, bah, tant pis, si j'abandonne cette candidature, j'en ai 4 autres derrière que je peux remplir. Donc, onboarding et expérience candidat, extrêmement important. D'où le sujet de l'ATS. Et Cécile, peut-être que tu peux nous partager ton expérience par rapport à l'ATS. Oui, pour reprendre ce que tu disais justement sur l'expérience candidat, avec l'ATS qu'on avait donc, enfin qu'on a encore et qu'on est en train de changer. En fait, le candidat, avant de pouvoir arriver à uploader son CV et puis tous les documents nécessaires à l'application, en fait, il devait passer par plusieurs étapes. La première, il fallait s'inscrire sur la plateforme. Après s'inscrire sur la plateforme, il fallait de nouveau réenregistrer des données. Donc finalement, ça prenait un temps assez important pour le candidat et du coup, l'expérience, elle était vraiment pas facile. Donc du coup, on a analysé les données et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en a quand même pas mal qui stoppaient à l'enregistrement sur la plateforme. Donc là, on s'est dit, c'est pas possible. D'autre part, en plus, cette ATS, c'est clair qu'il nous
nous aide pas à faire des annonces facilement modernes, parce qu'il est aussi un petit peu old school. Donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, on a pris la décision d'aller sur un nouveau, de changer, d'aller sur quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus attractif, beaucoup plus facile aussi d'utilisation. Et puis surtout, pour nous, l'ATS, c'était important aussi qu'il soit adaptable parce qu'en fait, dans notre structure, c'est-à-dire qu'on a une centrale avec le service RH support et après, on a à peu près 100 pharmacies. Et chaque pharmacien est entre guillemets autonome dans le recrutement. Chaque pharmacie est autonome avec le support RH, bien sûr, mais doit avoir accès à cette plateforme pour aussi gérer lui-même les candidatures reçues. Donc voilà, pour nous, c'était vraiment important d'avoir un ATS qui aille dans ce sens-là et qui puisse être adaptable et facilement utilisable pour le recrutement. Super, merci Cécile. Je voulais juste revenir sur un point. Fanny, tout à l'heure dans la stratégie, tu as mentionné un point qui était très central dans la marque employeur, c'est les KPI. Donc vraiment ce qui nous permet en fait de mesurer tous les résultats de notre stratégie. Et du coup, Cécile, quels sont les vôtres? Est-ce que vous avez mis en place une liste de KPI à traquer vraiment dans votre stratégie marque employeur pour voir un peu comment vous situez, comment vous avancez et du coup, comment faire évoluer vos projets dans le futur? Bah, ça, c'était vraiment important parce... Pardon. Vas-y, Je coupe juste avant que tu commences à les présenter. Pour les noms, on a utilisé pas mal de jargon juste là. Traquer des KPI, ça parle peut-être pas à tout le monde. Donc, c'est comment est-ce qu'on suit des indicateurs précis, clairs, chiffrés, pour pouvoir pour pouvoir évaluer si les mesures qu'on a mises en place et l'investissement temps et argent a eu des impacts positifs ou non. C'est extrêmement important aujourd'hui que tout RH ou porteur de projet, en tout cas RH, ait cette information en tête. On parle de data RH aussi. C'est ce qui va vous aider à vous positionner au sein de comités de direction, à valider ou à négocier des budgets, à vraiment avoir un suivi très clair. Donc ça, c'était juste pour contextualiser qu'est-ce qu'on entendait par là. Et Cécile, je te laisse partager les... Non, mais c'est très juste. En fait, ce qui est important, en effet, c'est de les mettre en place très rapidement parce que ce que tu disais un petit peu au départ aussi, on fait des tests et on voit ce qui marche pas, et ça nous permet aussi de réajuster en fait notre stratégie marque employeur, parce que c'est clair qu'il faut être agile et complètement se remettre en question en permanence. Et puis aussi, en effet, ça permet de montrer à la direction en fait que ce qu'on fait en fait ça vaut le coup et qu'on est vraiment dans le bon chemin et on fait avancer les choses. Donc nous rapidement, ce qu'on a mis en place et surtout les résultats qu'on a vus, premièrement, ça a été la baisse du nombre de postes ouverts. Alors en Suisse romande, donc on a vu une baisse drastique de nos postes ouverts. On a eu beaucoup plus de candidatures. D'ailleurs aujourd'hui, c'est un petit peu c'est un peu loufoque, mais on a presque plus de candidatures que ce qu'on a de postes, alors que le marché reste toujours pénurique. Donc, je croise des doigts. Mais voilà, ça, c'est vraiment le premier indicateur qui nous a permis de voir qu'on était sur la bonne voie. En Suisse alémanique, alors c'est moins flagrant parce que là aussi on a regardé, on a mis nos indicateurs en place parce que le marché par contre est complètement différent. Les candidats réagissent vraiment différemment, donc là les résultats sont moins conséquents, mais par contre on commence petit à petit, pas à pas en fait, on commence à voir en fait les fruits de cette stratégie marque employeur. Ensuite, le time to hire est beaucoup plus rapide aussi. On a une augmentation de la satisfaction des collaborateurs qui travaillent chez nous. Et puis après, en termes de visibilité, ça on a mis en place des indicateurs par nos réseaux sociaux et par aussi les campagnes de recrutement qu'on fait, avec le nombre d'abonnés sur nos pages BNU, notre page LinkedIn. Voilà. Et par exemple, à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo, on a le nombre d'abonnés qui augmente, donc la visibilité aussi. Ma recommandation par rapport aux KPI, c'est juste aux indicateurs clés, vous pouvez les classer par thématique recrutement. Et là, vous avez toute une série d'indicateurs liés au recrutement. Par fidélisation, toute une liste d'indicateurs. Et des indicateurs, on va dire, plus de type notoriété, branding, visibilité, où là, vous pouvez aussi avoir vos indicateurs. Comme ça vous permet de structurer.
Moi qui pose la suivante, c'est Mylène. On avait envie d'évoquer, et c'est pour ça qu'on a Cécile aussi ici, c'est pas de dire tout ce qui va parfaitement bien ou de dire ça comme on a fait, c'est parfait, mais c'est surtout de pouvoir vous faire bénéficier de ces apprentissages et des learnings qu'on a pu avoir, des apprentissages qu'on a pu avoir ces 12 derniers mois. Fondamentalement, qu'est-ce qui ressort chez vous, chez Bénu, chez toi, particulièrement Cécile, dans ce qui s'est passé, et quels seraient vos projets futurs aussi pour continuer cette évolution? Alors déjà, ce qu'on a retenu de ces 12 derniers mois, premièrement, c'est qu'en fait, cette marque employeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est le collaborateur en fait qui la construit, c'est tous les collaborateurs de l'entreprise qui la construisent, et c'est pas seulement les RH, parce que on a une position qui est complètement différente, en tout cas pour nous, que ceux qui sont sur le terrain. Donc c'était vraiment important de la construire en collaboration avec eux. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'être agile et de se dire que ce qu'on a défini il y a 12 mois, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, c'est peut-être plus les mêmes besoins parce que les choses évoluent, l'entreprise évolue, le marché évolue et qu'il faut en permanence s'adapter. Et c'est pour ça qu'en fait, on a fait des tests, il y a des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché et qu'il faut être capable aussi de se remettre en question et de se dire, tiens, là, on a lancé un truc, ça marche pas. On met ça de côté et on doit se réinventer et passer à autre chose. Ça, c'est ce que je pourrais dire qu'on a retenu. Puis aussi, éventuellement, mais ça, c'est important pour une entreprise qui est multilinguale, c'est de vraiment se dire que la culture d'entreprise, elle doit être adaptée aux différences de culture. Par exemple, chez nous, elle est faite pour nous par des romans. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en Suisse alémanique, les choses, alors même si tout le monde sait que voilà, les différences de culture sont différentes, mais quand on fait cette stratégie marque employeur, on n'en prend peut-être pas autant conscience. Et c'est là où après, il faut savoir se remettre en question et se dire qu'il faut vraiment l'adapter aux cultures de chaque région. Ça, c'est vraiment un gros point sur lequel on va mettre le focus. Donc voilà, ça, c'est nos projets pour le futur, c'est travailler sur ces différences de culture, suisse romande, suisse allemande. Je dirais, on va maintenant développer notre site carrière parce que voilà, on a besoin de montrer plus de points positifs. Il y a l'ATS qu'on va mettre en place, travailler sur le onboarding. Voilà, ça c'est nos futurs projets. Si je peux rajouter un point par rapport à ces expérimentations, c'est justement de faire des expérimentations. Faites des tests rapidement, des petites choses, apprenez de ces tests, faites des erreurs. Il n'y aura pas de conséquences, on va dire, dramatiques, à part le seul risque que vous prenez, c'est de ne pas faire de tests et du coup de vous retrouver dans 6 mois, 1 année, 2 ans au même stade que vous en êtes aujourd'hui et ce serait dommage, vous aurez loupé le coche. Donc, expérimentez, faites des erreurs et apprenez de vos erreurs. Et puis aussi pour rejoindre ce que tu disais, Fanny, aussi une chose qui est importante, ça tu nous l'avais dit dès le départ, c'était voilà de construire une marque employeur où on met pas en effet des paillettes dans notre communication, etc. Et ça c'est vraiment un point qu'on a suivi de A à Z pour vraiment être réel et authentique. Enfin, tant pis, on souhaite pas mentir parce que c'est facile de mettre sur un site carrière, des paillettes dans les yeux des gens. Mais nous, on a vraiment choisi de respecter ça. Et puis, du coup, ça marche. On est vraiment satisfait. Très bien. Merci Cécile pour ton retour. Est-ce que, Mylène, il y avait une question que tu as reçue ou que tu voulais poser? Oui, merci beaucoup pour cet échange. On va maintenant passer aux questions. Alors, je suis en train de regarder la liste. On a une première question sur les vidéos. Est-ce que le tournage des vidéos doit se faire avec des professionnels, par exemple avec une société externe, ou est-ce qu'on peut le faire soi-même avec un téléphone portable? Tu me permets de répondre? Vas-y. J'aimerais que tu parles de ton expérience. Vas-y. Alors, il y a 2 types de vidéos. Il y a la vidéo, on va dire, plus globale, qu'on parle un peu de vidéo marque employeur qui pose le cadre, etc. Pour celle-là, j'ai tendance à recommander de passer par une agence, mais
moi, je me bats généralement avec les agences et maintenant je sais avec lesquelles je peux aussi travailler parce que c'est normal, une agence, elle va vouloir mettre de la paillette, elle est éduquée comme ça, c'est son métier, c'est plutôt du marketing, on met de la paillette. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire vraiment transpirer cette authenticité sans qu'il y ait trop de paillettes. Et ça, c'est clé. Par contre, de pouvoir avoir une vidéo qui rend quand même une forme d'esthétisme, une forme de travail derrière où on sent qu'il y a quelque chose de carré, ça va rendre service d'une part, enfin ça va contribuer d'une part au sentiment de fierté quand même des collaborateurs, de se dire oh, ça en jette. Et on peut accompagner aussi le lancement de cette vidéo autour d'une stratégie interne, de dire ben on fait un screening interne, on l'envoie et on fait un peu comment on appelle un happening, il y a beaucoup de mots en anglais, mais une sorte d'événement clé sur le moment où on dévoile la vidéo, les collaborateurs participent, etc. etc. Donc pour celle-là, honnêtement, je recommande. Pour les vidéos type réseaux sociaux qu'on va partager sur Instagram, sur différentes plateformes, même sur la plateforme carrière, là, je privilégierais le plus d'authenticité possible et du coup des vidéos parfois un peu prises à la volée. Ces outils-là permettent de faire quand même quelques miracles aussi. Donc ne pas dire c'est soit l'un, soit l'autre. Je pense qu'il y a une mixité qui est complètement possible. Il ne faut juste pas oublier, des fois il y a des entreprises qui ont des règles de communication extrêmement précises, strictes et rien ne peut sortir qui n'a pas été 26 fois validé. Alors, c'est pas idéal, mais quand c'est comme ça, bon, on va pas non plus pouvoir changer radicalement le fonctionnement. Donc, de juste garder ça en tête, qui est important. Cécile, ton expérience? En fait, on a fait les deux, comme tu viens d'expliquer. Donc, la vidéo carrière, en fait, ça a été fait donc par une agence. Voilà, ça, c'est clair. Il fallait que le film il soit complètement corporate avec des voilà. Et par contre, après, on a aussi, alors ça a été fait par une agence, mais avec un attel, du coup, ça a été une vidéo recrutement concernant une de nos pharmacies. Donc, c'était plus fun, mais le montage, en fait, a été effectué donc par l'agence. Mais c'est vrai que, ouais, on a utilisé les deux modes les deux modes. Le Ouais. point commun, par contre, et que ça, moi, j'étais intransigeante là-dessus, c'est que vous avez utilisé vos propres collaborateurs pour intervenir dans Oui, toutes les vidéos. Et tout le temps. ça, Ouais. c'est une condition vraiment clé. Oh, juste un cas de figure différent, c'est quand on fait des immenses campagnes de recrutement, mais d'images. Admettons, il y a des posters, des panneaux, on fait de l'achat publicitaire qui peut durer dans le temps. Je comprends que pour ces photos-là, on puisse prendre parfois des personnes externes. Je ne suis pas pour, mais je comprends la démarche pour des questions de droit à l'image, d'utilisation du droit de l'image du collaborateur. Et ça peut se faire. Et dans ce cadre-là, c'est OK. Super, merci beaucoup. Du coup, j'ai regardé un peu les questions. Il y en a il y a une thématique qui revient un peu souvent dans les questions. C'est la thématique des réseaux sociaux. Du coup, c'est plutôt une question pour toi, Cécile. Quelle est l'approche que vous avez mis en place? Et aussi par rapport à votre page Instagram, est-ce qu'elle amène une réelle plus-value et est-ce qu'elle vous apporte une bonne visibilité? Alors, pour les réseaux sociaux, en fait, comme je disais tout à l'heure, on a fait un état des lieux, on a regardé à nous quels étaient nos personas, enfin, quelle était notre cible. Donc pour nous, c'est pharmacien, assistante en pharmacie, on s'est dit quel réseau social est investi, enfin quel réseau social, sur quel réseau sont ces personnes. Donc nous, on a vu qu'il y avait LinkedIn et Instagram. Donc LinkedIn, il y avait un compte BNU. On a gardé, on communique sur ce compte BNU. Par contre, Instagram, on a fait notre propre compte employeur, BNU Job, parce qu'en fait, on a estimé que c'était pertinent d'avoir du contenu adapté au recrutement, adapté à nos cibles. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, la campagne recrutement qu'on a faite, elle a été faite aussi pour créer une communauté de gens qui se ressemblent autour de sujets communs. Avec, on met des codes avec certaines avec des espèces de jokes
où seul en fait le personnel en pharmacie se reconnaît. Donc voilà, pour nous c'était important de se démarquer de ce côté-là. Par contre, ce qui est important aussi, c'est de se dire que ça a été fait quand même en collaboration avec le marketing, parce qu'on a quand même des règles à suivre, on peut pas faire ce qu'on veut, des guidelines. Et puis avec le marketing aussi qu'utilisent aujourd'hui les collaborateurs dans ces campagnes, en fait, on se regroupe aussi pour les réseaux sociaux et pour communiquer, et aussi pour faire des événements collaboratifs au sein de l'entreprise. Voilà. Donc, pour nous, la démarche réseau social, c'était LinkedIn et Instagram. On pose souvent la question. Il y a deux choses que je veux dire par rapport aux réseaux sociaux. La première chose, on me pose souvent la question pour TikTok. Que faire avec TikTok aujourd'hui? Ma réponse, généralement, est toujours la même, quelle que soit l'industrie. C'est déjà qui c'est que vous recherchez. Si vous êtes en plein en train de recruter que des apprentis, why not? Je pense que ça s'ouvre. La plupart de ces tranches d'âge sont quand même encore sur Instagram. Peut-être ça évoluera, mais ils sont encore sur Instagram. Et la deuxième chose, surtout, de faire hyper attention au contenu qui est véhiculé sur TikTok. Le mieux, c'est que ça soit fait par les apprentis eux-mêmes, les contenus, parce qu'ils connaissent le code, ils connaissent le langage TikTok, donc c'est extrêmement important. Ou, dans le pire des cas, au moins de faire valider, c'est eux le processus de validation. C'est eux qui doivent dire oui, ça passe, non, ça passe pas. Ça, c'est extrêmement important. Ça va prendre pas mal de ressources de faire du contenu TikTok, en termes de temps surtout. Donc, à mesurer aussi quel est le rapport d'investissement. Et l'autre point par rapport aux réseaux sociaux, on touche vraiment de près. Il y a aussi à nouveau, il y a deux approches. Il y a l'approche plus corporate, quels sont les comptes de l'entreprise, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram, etc. Comment on les gère, comment on communique, quel est le langage, quel est le visuel, etc. Et il y a tous les comptes de tous les collaborateurs qui indirectement sont aussi des canaux de communication. Attention, quand on parle d'employés ambassadeurs, on a soit, comme Venu l'a fait, ils ont engagé des collaborateurs pour participer au contenu des vidéos, etc. Donc là, oui, c'est un employé ambassadeur qui est engagé par l'entreprise, ou alors c'est l'employé ambassadeur, c'est-à-dire que lui-même devient un canal de diffusion et lui-même va diffuser à son propre réseau. Donc c'est juste la nuance entre les deux. Et quand le collaborateur ambassadeur diffuse sur son propre réseau, lâchez prise. Et ça, c'est pas évident. L'entreprise doit lâcher prise. Elle peut donner des indications, elle peut les former aux bonnes pratiques, à comment faire. Mais de 1, on n'impose pas. De 2, on accompagne. Et de 3, on lâche prise. Ça ne sera pas parfait et c'est tant mieux. C'est même vraiment tant mieux que ça ne soit pas parfait, parce que c'est là où on aura plus de taux de crédibilité et de confiance de la part des spectateurs ou du public cible, de se disant ah ouais, on voit vraiment que c'est le collaborateur qui a fait, donc j'y crois plus. Voilà pour la partie réseaux sociaux. Merci Fanny. Il y a une dernière question qui revient assez souvent. C'est combien ça coûte de mettre en place une stratégie de marque employeur et est-ce à la portée de toutes les entreprises sur lesquelles elles sont? Alors, c'est clair que ça a un coût, mais de rien faire, ça a un coût aussi. Voire c'est même plus coûteux. Donc, c'est clair que il y a des choses qui vont être abordables et d'autres moins. Mais au début, on peut mettre en place des choses rapides et qui ont un coût minime. Voilà, donc au début, un petit budget qui va augmenter aussi petit à petit, puis aussi avec, pour libérer du budget avec les résultats. Les résultats qui vont permettre aussi de montrer aux directions, aux personnes donc de l'entreprise, qu'on est sur la bonne voie, on est sur le bon chemin, et que du coup ça nécessite bien entendu un investissement supplémentaire et d'avoir aussi les moyens nécessaires de nos ambitions. Donc ça, c'est clair. On peut pas rien faire sans investir, mais rien faire va nous coûter plus. Et je rejoins Cécile, évidemment. Évidemment que je rejoins Cécile, là, pour le coup. Ce qu'il faut garder en tête, c'est, et ça on ne l'a pas parlé, mais un des impacts clés de la marque employeur, c'est de réduire les coûts de recrutement. Donc, la théorie, la littérature parle de réduire de 50% même des coûts de recrutement au final. Donc, si vous prenez vos coûts que vous dépensez en recrutement
puis que vous coupez en deux, ben déjà, il y a peut-être un pourcentage qui peut aller dans la marque employeur déjà, et généralement, c'est pas non plus énorme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites gratuitement. Tout va dépendre de vos ressources que vous avez à l'interne aussi. Hein. Si vous avez des gens qui ont cette casquette, cette fonction et qui peuvent déployer le temps pour plein de choses. Il y a revoir vos offres d'emploi, pouvoir faire des contenus pour les réseaux avec des outils comme Canva, etc. Ça ne va pas vous coûter grand-chose. Aller discuter avec vos collaborateurs et faire des enquêtes internes, ça ne va pas vous coûter grand-chose, etc. Donc la liste, elle est assez longue de tout ce que vous pouvez faire gratuitement. Ça prend du temps, mais ça ne va pas vous coûter extra. Et puis après, les choses qui sont généralement plus coûteuses, c'est la production de contenu qui va être un petit peu plus coûteuse selon ce que vous allez choisir. De développer tout un site internet, bien sûr que ça a un coût. De pouvoir créer des vidéos, ça a un coût, mais c'est estimable et aussi enveloppable dans certaines choses. Et finalement, si vous devez vous faire accompagner par quelqu'un d'externe, d'avoir ce regard externe, que ça soit une agence, que ça soit quelqu'un comme moi, ça, évidemment que ça aura un coût. Par contre, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Parce que, et ça a aussi un coût du coup de vous faire gagner du temps parce qu'au lieu de se dire je pars par où, mais il y a quelqu'un qui peut vous dire ok, voilà l'autoroute ou voilà la route à suivre et maintenant on peut déployer derrière. Et quelque chose qui peut se faire peut-être en 3 ans normalement, bah là on peut l'imaginer en 6 mois, 1 année. Merci beaucoup, Fanny. On est pile dans les temps. Du coup, on va conclure ce webinaire maintenant. Merci à tous pour votre présence sur le webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Cécile et Fanny. C'était vraiment un plaisir de préparer ce webinaire avec vous. Notre prochain webinaire est prévu le 11 mai avec la présence d'Aurélie Litinski. Et on va aborder la thématique du bonheur au travail. Donc, on change de thématique, mais une thématique aussi très intéressante. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé sur le sujet. Merci. Cécile, elle ne va pas oser le dire, mais je le dis du coup, allez suivre Job Venue sur Instagram. Et si vous voulez des conseils en marque employeur, vous pouvez suivre Marque Employeur Suisse sur Instagram aussi avec quelques conseils. Merci Mylène d'avoir Merci Mylène. Merci Fanny. Merci. Merci à tous et à toutes et à tous. Bon appétit. Bye bye.